Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 12e matinale des Ops. Et cette semaine, eh bien, je ne sais pas de quoi on va parler car je vous avoue que j'ai pas du tout le temps de préparer, donc ça va être un petit épisode un petit peu freestyle. Alors évidemment, on va aller regarder un petit peu Product Hunt, on va aller regarder un petit peu les nouveautés. Si vous avez des sujets à commenter, n'hésitez pas. Il y a eu quelques petites news, donc voilà. Écoutez, on va discuter de tout ça tranquillement. Je suis sûr qu'on va avoir des choses à se dire. Voilà, mais bon, en tout cas, je m'en excuse. Vraiment, là, je suis complètement en retard et donc je ne vais pas, j'ai rien préparé, quoi. Vraiment, littéralement, hein. Donc voilà. Donc toujours le petit thé, le petit café. J'espère que vous allez bien. Salut Olivier, salut Rachid, Bertrand, Sandrine, Céline. Bah écoutez, ça me fait très plaisir que vous soyez là dès le matin avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des sujets à me proposer, à nous proposer, hein, tous pour en discuter. Ça sera le bienvenu. Alors, pour commencer, en plus j'ai un peu le nez qui coule, il fait froid. Rachid tout de suite me propose un sujet qui lui tient à cœur, les interfaces de Airtable et leurs améliorations. Mais est-ce qu'il y a eu des améliorations récemment? Parce que moi j'avoue, j'ai pas spécialement vu de news par rapport à ça. Mais s'il y a des choses, pourquoi pas? Pourquoi pas je l'ai dit, hein, déjà plusieurs fois, on en a un petit peu parlé même en privé avec Rachid. Moi, je trouve que les interfaces, pour l'instant, c'est un peu le parent pauvre d'Airtable, mais néanmoins, on a hâte qu'ils proposent des choses. Alors, s'il y a eu des améliorations récemment, pourquoi pas? Filout.com. Alors, filout.com, j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est vrai que j'ai vu Lilian l'utiliser une fois déjà pour faire des formulaires. Ok, bon, alors, moi j'aime beaucoup Tally, donc pourquoi pas, je me note fill out. Les boucles dans les automatisations, salut d'ailleurs Decoded. Les boucles dans les automatisations, effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça, c'est une. Est-ce qu'on en a parlé ou on n'en a pas parlé? On en a parlé dans le No Code Game, on n'en a peut-être pas parlé ici, mais ça, c'est une news tout à fait pertinente. Et ben écoutez, attendez, je me note un petit peu tout ça, et puis hop, fill out. Les boucles dans Airtable, enfin, bon, franchement, c'est une très très grosse news, effectivement, on pourra aller voir. Bon, on peut tenter un petit, alors moi, je connais pas bien, je connais pas du tout même fill out, donc j'aurais du mal à bien le comparer avec Tally, mais on peut, euh, on peut aller voir. On ira voir. Je me note ça, ça peut nous faire un petit focus tout à l'heure. Ok. On peut faire un petit focus sur les formulaires, évidemment, en même temps. Ça aussi, voilà, je me note ça. On construit un petit peu l'épisode ensemble, c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour ça, ça m'aide à combler. Bon, écoutez, ce que je vous propose, n'hésitez pas à continuer à proposer des choses. Et puis, on va aller regarder un petit peu, euh, quand même, du côté de Product Hunt, ce qui s'y passe. Euh, Voir un petit peu si on voit des choses intéressantes pour commencer, le temps de boire un petit peu notre café. J'aurais dû prendre un petit mouchoir aussi d'ailleurs. Attendez, je vais vous laisser une seconde. Je ne devrais pas faire ça, mais je vais vous laisser une seconde le temps d'aller chercher un mouchoir. Bon, on est entre nous, hein, de toute façon, hein, c'est l'avantage de faire des petits lives dès le matin. Voilà, on peut se permettre d'être un petit peu à l'aise. Alors, des ressources marketing, Power Present AI. Alors ça, c'est un gros truc. Donc, toujours dans cette vague d'IA générative, je vois de plus en plus d'outils qui permettent de faire des présentations. Et quelque part, je trouve ça assez fascinant et perturbant et un peu bizarre parce que est-ce qu'on devrait pas juste faire moins de présentations? Franchement, est-ce qu'on a pas marre de faire des PowerPoint, des slides et des trucs comme ça? Moi, je trouve que c'est un format qui est vraiment alors, je m'en sers de temps en temps, hein, évidemment, des fois pour des conférences ou des présentations.
Mais vraiment, c'est un format, moi, qui me plaît pas du tout. Enfin, PowerPoint, toutes ces choses-là. Alors, j'utilise pitch.com, moi, quand je dois vraiment faire des choses. Mais de manière générale, de toute façon, mes présentations, souvent, c'est une image. Donc, c'est juste une succession d'images. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, on pourrait utiliser à peu près n'importe quoi pour faire ça. Mais voilà, bon, alors, je suppose que pour tous les consultants, je sais pas si certains d'entre vous font encore des présentations PowerPoint, des choses comme ça. Mais voilà. Après, nous, on a la chance dans le no-code que bah, tout ce qu'on montre est très visuel. Donc, par exemple, nous, quand on fait des formations, bah, en fait, on partage notre écran, on montre des choses, mais on fait pas des PowerPoint, on fait pas des slides qui expliquent. Voilà. Bon, je dis ça, cela dit, dans les formations en présentiel, je crois que Louise et Erwan, quand même, font un petit peu des présentations, mais qui permettent aussi de faire un fil rouge. En fait, c'est aussi pour documenter le cours, pour pouvoir le transmettre. Et finalement, c'est plus un document de travail que vraiment à destination des élèves qui suivent nos formations. Bref, voilà, je suis pas le premier à dire, hein, de toute façon, que je pense que la vie serait mieux sans, avec un peu moins de présentation PowerPoint, mais bon, je pense que ça mettrait au chômage beaucoup de consultants et de cabinets de conseil qui facturent ça très cher. Euh, alors, de l'amélioration d'image grâce à de l'AI, ça c'est vrai que c'est un truc, bon, ça fait un moment qu'on parle de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc parce que c'est vrai que ça arrive souvent qu'on ait des images, qu'on récupère des images qui soient pas assez haute résolution ou soient un peu dans un cadre un peu sombre, un truc comme ça. Donc pourquoi pas. Alors ça, je l'ai vu passer hier sur Twitter. Apparemment, c'est très drôle. En fait, on fait quelques photos de soi, quelques selfies, et ensuite, en fait, ça vient mettre notre visage sur plein de mèmes connus. Voilà. Donc notamment ce mème que j'aime beaucoup de Exhibit dans Pimp My Ride. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à aller le tester. Je sais pas si c'est ce que certains d'entre vous l'ont testé. Attendez, je vais vous partager le lien même parce que franchement, les résultats que j'ai vus étaient vraiment très impressionnants, quoi. Et je crois que c'est un indie maker qui fait ça. C'est assez rigolo. Et salut Mathieu qui nous rejoint. Alors voilà, n'hésitez pas à aller faire des mèmes comme ça et nous les partager. Ça sera marrant. Ok, c'est une conversation. Bon, alors ça, c'est le truc qu'on va voir, je pense, tous les jours, hein, tous les deux. C'est vraiment des assistants pour écrire des blogs, des trucs comme ça. Bon, franchement. Avec la petite subtilité ici que ça nous propose d'écrire des articles qui ne sont pas détectables. Parce que ça, c'est aussi évidemment un énorme enjeu avec toutes ces IA génératives. Évidemment, on pense aux salles de classe et les professeurs qui vont essayer de pouvoir deviner si tel élève a généré sa dissertation avec une IA. Mais aussi, on peut imaginer pour l'optimisation pour les moteurs de recherche, par exemple, Google va probablement essayer aussi de peut-être pénaliser les articles, les choses qui ont été écrites par une IA ou des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, donc forcément, il y a des outils qui sortent. D'ailleurs, OpenAI a sorti, il me semble, un outil qui permet de détecter si un texte a été généré. Mais donc, du coup, ça devient aussi un argument marketing de dire, on vous écrit des trucs qui ne sont pas détectables, quoi. Donc voilà, bon, on tourne un peu sur la tête, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est aussi tout ce qui est moteur de recherche. Alors, contenu contre, bon, toujours pareil, création de contenu. TypeDream, ça c'est un outil no-code assez sympa, TypeDream. Euh, et donc là, apparemment, ils ont sorti une nouvelle feature pour faire des vidéos background. Ok, pourquoi pas. TypeDream, c'est un outil d'ailleurs qui est assez sympa, je trouve, à la base. Alors, je trouve ça assez pénible, tous les outils qui lancent sur Product Hunt juste des features, des fonctionnalités. C'est pas Feature Hunt, hein, comme on dit, c'est Product Hunt. Mais par contre, TypeDream en soi, c'est assez sympa. C'est vraiment, ça utilise la mécanique de Notion et de Tally, c'est vraiment cette création par bloc pour permettre de faire des sites web. Et je trouve que c'est assez bien fait, donc n'hésitez pas à le checker. Exactement, ouais, interface à la Notion. Enfin, franchement, c'est assez agréable. Voilà, on déplace des blocs, donc, voilà. Et évidemment, ils ont un petit peu emboîté le pas de Notion, et donc il y a une intégration à Notion. Vous pouvez utiliser Notion comme votre CMS. Et salut Arnaud également. Donc pour les gens qui nous rejoignent, hein, je précise qu'aujourd'hui j'ai rien préparé quasiment, donc voilà, on fait un petit peu le programme au fur et à mesure, mais on commence déjà de toute façon un petit peu par notre petit tour de veille, un petit peu pour voir ce qui se passe. Alors, générer des PDF depuis CodeStats. Ah, ça peut être assez drôle.
Peut-être pour le à partir du temps que vous avez, ou des lignes de code que vous avez fait, ou des choses comme ça, peut-être. Bon, ok, pourquoi pas. Pour nos amis développeurs, voilà, nous, la ligne de code n'est pas quelque chose qui n'est pas une métrique vraiment, ou le temps de code, forcément, bon, qui nous mesure. Alors, ChatGPT pour le design UI. Ok, ok, ok. Pourquoi pas, hein, bon, on lui propose des trucs, ok, bon, bah. Donc on va tout avoir, hein. Franchement, c'est vraiment fascinant. Alors, des collections. Toujours, hop, de l'AI. Alors, on a aussi des listes de jobs. Donc, ça, c'est marrant parce que dans les trucs, quand il y a un nouveau sujet, il y a toujours plein de trucs un peu méta qui viennent s'y raccrocher. Et les jobs, c'est toujours ça. Donc, par exemple, il y a eu pendant le Covid un gros truc autour des jobs remote. Enfin, du remote tout court. Et donc, il y a eu plein de sites qui ont fleuri, qui sont des plateformes de remote jobs. On a plein d'ailleurs qui ont été faits avec Software, par exemple, qui permet très facilement de faire ce genre de listing. Donc c'est marrant. Donc forcément, bah voilà, on va trouver plein de trucs avec l'AI. D'ailleurs, j'en profite au passage pour un petit message de service. Nous cherchons chez Contournement un ou une assistant, enfin, faut pas que je dise, non, c'est pas assistante, c'est chef de projet, pardon, chef de projet formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas. J'ai pas le lien d'ailleurs sous la main, mais c'est dans notre dernière newsletter. Voilà. Bon, écoutez, rien de passionnant, je trouve, sur Product Hunt. Donc, on continue. Alors, on va aller voir un petit peu nos outils no-code préférés, voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, ici, toujours rien. Ils le mettent toujours pas à jour, donc ça, c'est un petit peu dommage. Hum. Alors, ici, sur le blog d'Airtable, bon, pas grand-chose. Donc on parlait un petit peu des interfaces, on va retourner regarder tout à l'heure un petit peu les interfaces. Je me le suis noté, les interfaces et puis les boucles, on ira voir. Euh, voilà, donc bon, la liste vue, tout ça. Bon, tout ça on a vu. Du côté du blog de Zapier, est-ce qu'on a des nouvelles choses? Alors, comment on peut créer un chatbot avec... tiens, ça c'est intéressant. Donc on peut, attends, je vous le mets, ça peut être peut-être un usage, une petite automatisation euh, à mi-chemin entre les ops et l'IA, hein, évidemment. Il y a un truc qui m'intéresse, donc sur Slack, en fait, il y a pas mal de choses différentes. Ah, merci beaucoup, Rachid, d'avoir partagé ça. Euh, donc, il y a pas mal de choses. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est bah, quand un robot vous répond. Mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est les commandes slash. Donc, je sais pas, vous le savez peut-être, hein, sur Slack, vous pouvez tester sur le Slack de No Code France. Quand vous commencez par un slash, vous avez des commandes qui vont arriver. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et c'est vrai que je me demande si c'est facile de faire ça avec Zapier. Donc, on va regarder. Hop. Donc ça, c'est pour faire des réponses. Donc en gros, le déclencheur, ça va être à chaque fois qu'il y a un nouveau message dans le chat. Alors ça, ils sont malins Zapier parce qu'ils vous mettent des trucs qui peuvent potentiellement vous coûter hyper cher. Si on mettait comme déclencheur nouveau message dans un channel sur No Code France, je veux dire là franchement vous cramez votre forfait, mais même un forfait pro en 3 minutes, hein, vu la masse. Donc et ouais, donc ça, bon, ok, donc ça c'est un truc, on est vraiment juste, il y a une question dans un chat, on va l'envoyer à OpenAI et puis on met la question. Et puis on le renvoie, j'imagine, dans le chat. Bon, ok, bon, ça c'est pas très intéressant. Moi j'aimerais plus voir le command chat. Ah, est-ce qu'il répond en thread? Ah oui, il répond en thread, ça c'est quand même pas mal. Alors ça, n'oubliez pas, hein, très important surtout sur le Slack de No Code France, répondez bien quand il y a envoyez des questions, répondez bien en thread, c'est-à-dire en fil de discussion, un petit peu comme ici. Et ça c'est vrai que c'est un truc qui est intéressant, c'est que dans Zapier, quand vous faites une automatisation, vous pouvez envoyer un message sur le Slack en répondant à un thread, en utilisant ici voilà, les identifiants. Ok, alors command slash, comment est-ce qu'on fait?
Alors d'abord, il faut créer une app Slack, effectivement, donc ça c'est intéressant. Ah oui, une slash commande. Ok, bah oui, non, donc... Ah oui, et puis ça va envoyer un webhook en fait. Je pense que c'est ça. Donc là, vous voyez, hein, d'ailleurs, là c'est un prompt. euh, pour les utilisateurs de Midjourney par exemple, hein, c'est comme ça qu'on utilise dans le Discord, on met une commande et puis ça fait générer des images. Bon, en fait, vous pourriez faire un prompt et puis envoyer ça. Donc en fait, on envoie... Hop, ok, c'est très intéressant. Donc ça, c'est toutes les informations. Ok, bon, je re-regarderai ça, mais ça, je trouve ça intéressant. Je vous ai mis le lien ou pas? Ouais, je vous ai mis le lien. Salut Lorraine et salut Sam, qui sont... Ah bah écoute, tu fais très bien de peaufiner ta candidature. Merci beaucoup. Euh, on la regardera avec attention et avec plaisir. Écoutez, bon, donc sur Zapier, rien de tout à fait intéressant. Du côté de Notion, alors du côté de Notion, on a un sujet, on va être obligé d'en parler et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Notion AI est désormais disponible pour tout le monde et vous pouvez l'essayer gratuitement. Si vous pouvez l'essayer gratuitement, c'est que évidemment, ça va devenir payant. Et donc on a eu pas mal de discussions. Est-ce qu'on en a parlé la semaine dernière? Non, non, on n'en a pas parlé dans le No Code Game parce que j'étais pas là au No Code Game parce que j'étais malade. Mais on en a beaucoup parlé ce week-end. D'ailleurs, je vais faire une petite incise avant d'aborder ce sujet, mais n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans le chat ce que vous pensez là du fait que ça soit disponible et du fait que ça devienne payant, etc. Mais donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'étais ce week-end à Bruxelles, voilà, la capitale de la Belgique, qui est aussi une ville où le no-code est en train de se développer. Et donc, j'étais à Bruxelles et donc, j'ai notamment déjeuné avec notre ami Vince de Creacity. Donc, nous avons évidemment beaucoup parlé de ça, de Notion, de cette IA qui devenait disponible et payante. Voilà, et donc j'ai trouvé qu'il y avait un consensus général sur le fait que c'était pas très cool que ça devienne payant. Et voilà. Mais donc, on va en parler tout de suite. Mais donc, par contre, si vous allez à Bruxelles, n'hésitez pas à contacter. Maintenant, il y a de plus en plus de no-codeurs, de no-codeuses sur place. Il y a même un groupement, une association qui s'appelle No Code Belgium, qui est en train de naître, qui va faire des présentations tous les trimestres, etc. Donc voilà, donc ça va être assez chouette. Euh, donc voilà, j'ai passé un très bon week-end. On a fait une première rencontre le vendredi et puis une deuxième rencontre le samedi après-midi où on a eu pas mal de monde. Il y avait Stan qui était aussi présent ce week-end. Donc il y avait Vince de Creacity, il y avait Antonio et Jean-François de No Code Belgium. Et puis il y avait Dylan et Marine de The Toolbox et Florian Verdonc, expert Airtable aussi. Et donc c'était très intéressant. On a beaucoup parlé d'Ops et on a beaucoup parlé de Notion. Suite à cette petite incise, parlons vraiment du vif du sujet. Donc, pour résumer les épisodes précédents, Notion, IA, AI donc est sorti à la fin de l'année dernière, je crois, à peu près au même moment de ChatGPT. D'ailleurs, on se posait un peu la question de est-ce qu'il travaillait dessus depuis un moment, évidemment. Est-ce que est-ce qu'ils se sont fait griller la priorité par ChatGPT? Est-ce qu'ils ont sorti ça vite pour surfer sur ChatGPT? Ça, c'est pas très clair, il faudrait aller regarder un petit peu l'historique. Moi, j'ai eu l'impression qu'en tout cas, c'était un petit peu pour surfer sur le truc. Mais, toujours est-il, donc c'est sorti en alpha sur liste d'attente. Et donc, pendant un moment, jusqu'à la semaine dernière, donc c'était disponible, vous deviez vous inscrire, et puis au bout d'un moment, peut-être que vous avez accès. Et donc, c'était entièrement gratuit. Et ils n'avaient même pas évoqué le fait que ça deviendrait payant, combien ça coûterait, etc. Donc c'était gratuit, donc les gens en alpha se sont mis d'accord que voilà, qu'il fallait payer, etc. Enfin que donc tout le monde a pas mal utilisé. On va pas forcément reparler des usages parce que ça voilà, on l'a déjà pas mal couvert le sujet. Et donc là ils ont annoncé que ça serait gratuit. Et donc comment ça va marcher? C'est que, je lis en même temps ce que dit Lorraine. Quand tu dis le nombre de crédits, c'est combien ça coûte?
Pardon. Alors donc du coup, juste pour aller au bout de combien ça va coûter, en fait, comment ça va marcher, c'est qu'il faut ajouter Notion AI sur son plan. En fait, ça vient en plus. Et donc c'est intéressant parce que c'est à la fois, je trouve, bien et pas bien. C'est-à-dire que moi je trouve ça bien que ça devienne une option, même si je suppose qu'on aurait tous rêvé que ça soit inclus dans notre plan et qu'on n'ait pas à payer. Mais ce qui est clair, c'est que eux, ça leur coûte. Je veux dire, c'est logique. Et donc, pour en arriver sur le point de Lorraine, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eux, ça leur coûte à chaque fois que vous faites un appel, parce ils ont dit hein, qu'en dessous, en fait, ils utilisent OpenAI. À chaque fois que vous utilisez, bah, eux, ils vont faire une requête à OpenAI et donc, ils vont payer. Donc, forcément, tôt ou tard, bah, on peut se douter qu'il fallait. Et ça amène un sujet intéressant. Un premier sujet intéressant, c'est vrai que c'est aujourd'hui, l'IA, c'est pas encore très démocratisé. Donc, vous faites sûrement beaucoup de tests. Vous êtes encore en train d'essayer de chercher à quoi ça peut vous servir. Donc, vous faites des tests. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est gratuit et vous pouvez l'essayer. Et je crois que vous avez le droit à 10 ou 20 appels par jour. Je me souviens plus. Voilà. Donc, quand vous essayez, pour l'instant, vous avez le droit à 20 appels par jour par membre sur votre workspace. Et ça va se terminer le 5 avril. Donc, en gros, vous avez un mois et demi pour tester. Et après, il faudra payer. Et il faudra payer combien? Il faudra ajouter 10 dollars par membre. Quel que soit votre plan, il faudra payer 10 dollars pour le faire. Alors, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que à 10 dollars, c'est... Ah ouais. Oui, voilà. Après, c'est illimité. Non, c'est 20. C'est bien 20. En fait, alors c'est 20. Ouais, c'est 20 par membre par workspace. Et c'est juste... c'est pas par jour, par mois, etc. C'est juste là tout de suite, tu as le droit de le tester 20 fois jusqu'au 5 avril. Voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça. Et après, il faut payer. Par contre, bah, là, ce qui a marqué, c'est Use Notion AI as much as you need. You need to manage your plan or keep track of usage. Donc, a priori, une fois qu'on paye, c'est... Alors, il y a peut-être un truc de fair use ou un truc comme ça. Alors, attendez, on va aller regarder le pricing plus en détail. Attendez, je vous mets déjà ça, donc là, le lien vers ça. On va regarder ça. On va essayer de creuser déjà. Premier truc. Et après, on reviendra sur ce sujet de tester et tout. Hein, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, attendez. Où est Bah, il n'y a pas marqué hein, qu'il y a une limite. Hein. Moi, je suis désolé, mais je vois pas de limite. Hein. Donc, si Stan vous a dit ça, il avait trouvé des petites lignes cachées. Bon, bah peut-être. Alors après, peut-être qu'il y a un truc de fair use, c'est-à-dire pour éviter que les gens n'abusent. Euh, Moi, je sais pas, je le vois pas. How much usage? Unlimited use of Notion AI. Hein. Voilà, après, il y a peut-être un truc de fair use. Ce qui est normal, c'est que si vous abusez, peut-être qu'on va vous limiter, quoi. Bah écoutez, moi je ne vois que ça, quoi. Donc, ok, bon bah si vous le retrouvez, n'hésitez pas. Hein. Après, peut-être qu'il vous a menti, hein. Stan, il dit des fois, il ment. Hein. C'est pas peut-être qu'il... Et salut Adrien, au fait, qui nous a rejoint également. Euh, alors, donc 20 usages, on est d'accord que 20 usages pour essayer, effectivement, c'est pas beaucoup. On est tout à fait d'accord. Après, bon bah, je sais pas. Enfin, je comprends. Moi, très franchement, du fait qu'il paye, je comprends qu'il soit obligé de limiter. Est-ce qu'ils auraient pu mettre plus? Peut-être. Voilà. Après, ça, c'est à voir. Je sais pas. C'est assez difficile comme question. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'une part, vous pouvez tester globalement OpenAI de toute façon dans ChatGPT, etc. Sachant que c'est le même moteur en dessous. Ensuite, vous pouvez venir
une fois que vous avez trouvé un peu des usages qui vous intéressent, les tester dans Notion. Sachant que moi, je trouve qu'à ce stade, le seul intérêt d'utiliser l'IA dans Notion, c'est d'utiliser le contexte de la page. Donc, par exemple, vous avez plein de données dans une page, vous lui dites résume-moi la page, bah, il le fait, donc ça c'est cool. Et puis éventuellement, générer des données qui vont tout de suite se retrouver dans votre page, générer des tasks, générer des listes, des bases de données, des trucs comme ça. Mais voilà, je sais pas. Donc, est-ce que vous préférez payer pour utiliser l'IA dans Notion ou est-ce que préférez payer ChatGPT ou est-ce que vous préférez ne pas payer du tout? Ça, c'est une vraie question, quoi. Attendez, je reviens, je me mouche à nouveau, désolé, parce que j'ai l'impression de vraiment parler du nez en plus. Moi, j'avoue que je suis plus comme Mathieu, effectivement. Hein, je préfère payer, je paye d'ailleurs déjà pour ChatGPT, donc moi, je vais plutôt concentrer mon usage là-bas. Mais bon, après, à voir quoi. Alors, effectivement, ce que soulève Sandrine, dont on a beaucoup discuté quand j'étais en Belgique avec Vince, c'est que ils ont fait un truc un peu grossier, je trouve, c'est de dire c'est pour tous les membres du workspace ou non. Ça, effectivement, et Vince trouvait ça vraiment abusé. Et est-ce que ils vont pas le changer? Ouais. Non, non, effectivement. Alors ça, c'est vraiment très important à noter. Quand tu es sur un workspace avec plusieurs personnes, c'est tous les gens du workspace, tu dois payer pour eux 10 $ par mois. Ou 8 si jamais. Bah, moi, je me pose la question. Alors, c'est sûr que ça m'aurait paru plus judicieux de faire ça par TeamSpace. Vu qu'ils ont introduit les TeamSpace, comme disait Vincent, clairement, ça aurait été la moindre des choses, ça serait de faire plutôt par TeamSpace. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, leur facturation ne fonctionne que par Workspace, et donc que c'est leur seul moyen de faire ça. Parce que je pense que d'un point de vue même technique, hein, ils ont implémenté, enfin leur facturation fonctionne comme ça, ils n'ont pas de facturation par TeamSpace. Donc je pense que doit y avoir un truc comme ça, et à mon avis, ils vont raffiner. Mais c'est vrai que des grosses boîtes, on va se poser la question. Après, moi, l'hypothèse que je vois un petit peu par rapport à ça, c'est que peut-être que tout simplement, ils veulent pousser les gens, enfin, aussi à adopter cet usage. Parce que je suis pas, pour l'instant, je l'ai vraiment, honnêtement, je l'ai pas beaucoup utilisé l'IA dans Notion, mais je trouve que c'est un usage quand même assez intéressant. Et moi, je me demande si, dans quelques années, ça paraîtra pas évident qu'on utilisera tous l'IA dans Notion, enfin, si on utilise toujours Notion, de manière normale. Et donc, vous voyez, en fait, peut-être qu'ils essaient aussi d'instiller un peu ça, ce qui, d'un point de vue stratégique et sur une vision à long terme, me paraît pas complètement déconnant. Alors, tu vois, alors c'est vrai que nous, par exemple, je crois qu'on paye 8 $ par mois. On est sur le plan Teams, là où je sais plus trop ce que c'est le. Donc, on paye 8 $ par mois. Donc, si on prenait l'IA, bah, on devrait doubler. Enfin, on paye parce qu'on paye 8 on paye à l'année. Donc, si on veut, si ça, on veut pas l'ajouter pour tout le monde, enfin, mais je sais pas comment dire. C'est-à-dire que nous, ça nous doublerait notre facture globalement, hein. Mais réfléchissez toujours, c'est un petit peu comme l'automatisation. C'est pas pour faire le défenseur de Notion, mais c'est juste pour essayer de réfléchir. Euh, Si on utilise beaucoup l'automatisation, 8 $ pour une personne, en fait, c'est très très peu. C'est-à-dire que le temps que vous économisez, si vous prenez, en fait, de toute façon, c'est simple, hein. Prenez votre salaire chargé, donc placez-vous du point de vue de votre employeur, ou si vous le divisez par heure. Combien vous coûtez une heure? J'avoue, je sais pas, j'ai pas fait le calcul en plus. Enfin, mais bon, admettons que vous coûtiez 20 € de l'heure. Je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, 30 €, 50 peut-être, je sais pas. En fait, il suffit, si vous coûtez 20 € de l'heure, que l'IA vous économise 30 minutes dans le mois, vous avez déjà rentabilisé votre forfait, en fait, quelque part, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est la logique que tout le monde va adopter, mais moi je pense que c'est comme l'automatisation, comme les gens qui me disent oui, Zapier ça coûte cher et tout. Mettez-le en perspective des bonnes choses. Ne comparez pas 8 $ avec votre abonnement Netflix. C'est pas ça le sujet. Là, on est dans un contexte professionnel, donc les gens qui payent pour Notion ont un usage professionnel. Regardez par rapport à ce que ça vous fait gagner, quoi.
Donc voilà, après, moi, je travaille pas pour Notion, je suis même pas ambassadeur. On a une discussion aussi très intéressante avec Vince par rapport à ça. Et donc moi, n'étant ambassadeur d'aucun outil, j'ai ma liberté de parole, mais j'ai aussi, je peux dire ce que je veux aussi, mais défendre aussi les outils quand ça me paraît pertinent, quoi. Donc voilà. Et effectivement, comme dit Decoded, je pense que pas mal de gens vont faire ça, c'est-à-dire se partager un compte OpenAI et puis le faire des copier-coller. Mais si vous faites ça, à mon avis, ça va vous donner l'habitude d'utiliser l'IA, ce qui n'est probablement pas une mauvaise chose, hein. Je veux dire, honnêtement, plus personne aujourd'hui, je pense, ne se dit que ce n'est pas hyper intéressant ce qu'on peut faire avec ces outils d'IA. Si vous prenez l'habitude, bah, je pense qu'au bout d'un moment, vous serez content de l'utiliser directement dans Notion, en fait. Moi, c'est ça que je vois. Donc, je comprends que ça paraisse choquant, surtout pour des boîtes qui ont beaucoup d'utilisateurs. Parce que globalement, alors sur des comptes entreprises, ça vous rajoute 30 à 40% sur votre facture. Parce que sur le compte entreprise, je crois qu'on est à 20 ou 25 dollars par mois. Donc voilà, mais nous, par exemple, ça nous double notre facture. Mais si ça nous double notre facture, mais qu'on gagne tous du temps, bah, j'ai envie de dire quelque part, pourquoi pas, quoi, franchement. Donc voilà, moi je pense que. Parce que déjà, par exemple, l'abonnement de ChatGPT, c'est 20 dollars, si je dis pas de bêtises, ou 25. Donc c'est déjà deux personnes, presque trois, qui pourraient avoir OpenAI sur leur workspace. Donc en fait, tout ça, c'est toute une question d'équipe. Parce que, effectivement, une boîte comme Conto, qui a, je sais pas, 1000 ou 2000 comptes Notion, probablement qu'ils vont pas vouloir payer l'IA pour tout le monde. C'est logique. Je veux dire, c'est probablement surtout la team marketing, par exemple, mais on peut imaginer que les devs, ils en ont pas forcément besoin. Même si les devs, peut-être qu'eux, ils utilisent Copilot ou ChatGPT pour faire générer du code. Mais voilà, il y a plein de. C'est vrai que voilà, là, ça te fait une surcharge. Voilà. Alors après, peut-être Conto, ils ont de l'argent aussi. Je pense qu'ils pourraient peut-être se le payer. Je serais curieux de savoir. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir l'information, mais de savoir si voilà, des gros comptes passent à l'IA ou pas, quoi. Alors, je pense que le prix de Notion AI est ok, mais qu'en forçant à payer trop vite pour toute l'équipe d'un coup, il n'encourage pas à tester, à convertir les gens. Eh bah, je sais pas. Je sais pas, Lorraine. Je pense que je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je pense que ça peut être tout l'inverse. Je pense que ça peut être tout l'inverse, c'est-à-dire que des gens se disent, bon bah, on paye un mois et puis on voit si ça nous sert. Et je pense que chez Notion, en tout cas moi, si j'étais eux, eh bien, je ferai le test et je regarderai si, enfin, si j'étais Notion, je me dirais, je serais prêt à prendre le risque justement de forcer un peu, mais parce que les gens vont se rendre compte que ça leur fait gagner tellement de temps que en fait après ils se poseront plus la question. Enfin, moi je prends toujours l'exemple de Zapier hein, là-dessus parce que dans la communauté no code, surtout en France, enfin que en France d'ailleurs, il y a vraiment un truc que Zapier c'est cher, etc. Moi je l'ai déjà dit, hein, nous on a un compte pro, on paye je sais pas 90 dollars par mois, mais franchement je les paye avec plaisir. Déjà je les paye parce que c'est pas mon argent à moi, mais mais parce que ça nous fait gagner tellement de temps que je veux dire je sais pas 90 euros en fait, c'est du temps économisé moi que je vois. Donc je pense que c'est ça qu'il faut. Donc je pense que c'est une stratégie un petit peu risquée, un petit peu brutale, je vous l'accorde. Mais voilà, très franchement, je pense que ça se tente, quoi. Alors, pas. Alors, ça, c'est un bon point, je vais même l'afficher comme ça, hop. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai enlevé l'écran. Je dirais pas forcément ça euh, parce que tu peux pas tout faire vraiment. Euh, en fait, Notion, ils mettent quand même un petit peu un cadre autour de. C'est pas exactement pareil que de taper dans ChatGPT. Déjà parce que t'as pas la conversation. Ça, je me souviens, j'ai vu une discussion sur Twitter où Thomas disait que lui il préfère utiliser ChatGPT que Notion AI pour avoir la conversation dans ChatGPT. Et ouais, voilà, comme dit Sandrine, effectivement, il y a des choses, c'est plus large. Par exemple, je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas testé, vous pouvez me contredire, mais je pense que sur Notion, par exemple, tu peux pas vraiment générer du code. Donc voilà, et ça, franchement, c'est vrai que sur le code, c'est vraiment. Alors même si évidemment on est sur une chaîne no code et tout, mais pour générer des petits scripts, des petits appels d'API, des choses comme ça, ChatGPT c'est quand même vraiment génial quoi. Générer des expressions régulières, des trucs comme ça. Donc voilà.
Ah, c'est super intéressant, Mathieu, comme projet. Ça m'intéresse, parlons-en. Une curation de prompt pour apprendre le code. Ça, franchement. Ah non, tu dis je suis sûr qu'un side business. Mais je croyais que tu disais je suis sûr un side business qui ferait ça. Mais tu devrais le faire. Il manquait le petit accent circonflexe sur le sûr qui m'a perturbé. Mais moi, je pense que l'IA, mais je pense que le no-code aussi, surtout, aide à apprendre le code, mais pourquoi pas un peu l'IA, quoi. Euh, Bah écoute, parlons-en. Bon, écoute, on a fait un long segment sur ce sujet, mais qui est quand même très important. Et puis, c'était un peu aussi notre petite capsule IA au passage. Alors, j'espère que les travaux recommencent évidemment et les 8h, 8h30 passées, donc mais j'espère qu'on n'entend pas trop. Ah, ça commence à taper dans la cage d'escalier aussi maintenant. Bon, écoutez, on verra si ça devient trop lourd. Est-ce qu'on a tout vu? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur l'IA, mais c'était bon, c'est un vrai sujet et je suis d'accord avec vous. C'est un peu brutal de ne pas pouvoir choisir personne par personne, mais en même temps, je pense que c'est un pari. Et ayons cette discussion dans un an. Voyons, mais moi je pense que l'usage de l'IA sera tellement démocratisé que ça sera beaucoup moins choquant de payer pour tout un workspace parce que il faut aussi un petit peu que les gens. En fait, j'ai envie de dire, pour répondre une dernière fois un petit peu à ce que disait Lorraine ou Adrien, 20 appels par mois, enfin par 20 appels jusqu'à là au 5 avril pour tester, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais déjà, faites-les pour voir à quoi Notion AI peut vous servir. Déjà, et si vous avez l'impression que vous avez mis que ça peut vous servir, payez un mois, et là, vous faites tous les tests que vous voulez, et après, au pire, vous vous arrêtez. Voilà, pour moi, c'est simple. Enfin, encore une fois, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est juste mettre les choses, toutes ces questions de pricing, les mettre un petit peu dans leur contexte. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, merci sur ce sujet. Merci à tous les gens qui nous rejoignent aussi. Je précise que j'ai pas préparé grand-chose pour aujourd'hui, donc c'est une petite matinale un petit peu improvisée, un petit peu plus légère. Si vous avez des sujets, vous qui venez de nous rejoindre, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde connecté, n'hésitez pas à en proposer. Et on va regarder quand même dans le cadre de notre veille les dernières choses. Alors on a eu une petite mise à jour le 23 février chez nos amis de Make. Alors, ils ont fixé plein de petits bugs, donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des choses ici qui sont importantes? Non. Bah écoutez, non, ils ont juste corrigé des bugs, mais moi ça me plaît, je le répète à chaque fois, mais moi je trouve ça bien qu'ils nous tiennent au courant. Ils nous tiennent au courant, ça c'est une très bonne pratique, je trouve, d'avoir vraiment une granularité très fine dans ces release notes, comme on dit chez les développeurs. Et voilà, c'est tout. J'avais pas repartagé mon écran, mais c'est pas grave. Et salut Jonathan. Salut Jonathan, ça fait longtemps que on t'a pas vu ici, il me semble. Ça fait plaisir. Chouba m'a fait une vidéo sur le sujet, elle est très bien faite sur le sujet de Notion AI. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller la regarder ou à mettre le lien. Les vidéos de Chouba sont d'une grande qualité. Évidemment, c'est un YouTuber à plus de 100 000 abonnés, donc c'est quand même quelqu'un de très en place et qui explique effectivement très bien les choses. Et je vous invite d'ailleurs à regarder aussi le replay de l'émission Déclic que j'ai fait avec lui et avec Camille Blanchot, où on a parlé de Notion justement assez longuement. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je l'ai cité déjà plusieurs fois, mais c'était vraiment très intéressant parce que parce que j'ai trouvé que leur position en tant que, alors qu'ils étaient ambassadeurs de Notion, était des fois assez critique envers Notion, ce qui est bien, ce qui est sain, hein, de ne pas dire amen à tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ah oui, vous le précisez, il y a un live cet après-midi avec Arthur Soustel, si je ne dis pas de bêtises, qui est un live Softer et Make. Effectivement, vous faites bien de le préciser. Merci Mathieu d'avoir partagé ça. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que j'avais à vous dire en plus? Alors, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de. Alors, on va les regarder. Alors, on va garder les 10 dernières minutes pour regarder Fill Out et Tally. Mais j'avais quelques dernières petites notes que je voulais vous commenter un petit peu la veille de Julien de la semaine dernière parce qu'il y avait quand même quelques petites news intéressantes.
Mais d'ailleurs, effectivement, enfin juste pour finir sur le sujet merci Rachid d'avoir partagé la vidéo de Shubham, mais n'hésitez pas à regarder le replay de Déclic, où on était justement tous les trois avec Camille et Shubham, parce qu'on a parlé de l'IA, etc. Et c'est vrai son avis était assez intéressant, ouais. Et pas forcément celui auquel je m'attendais. Alors, sur les petites actualités de Julien, il y a quand même quelques petites choses que je voulais noter. Tout d'abord, féliciter quand même nos amis d'Auto, évidemment, hein, pour leur levée de fonds. Alors ça fait déjà quand même quelques temps, mais voilà, c'est quand même une belle nouvelle, même si je trouve ça toujours un peu chiant que les médias ne parlent de no code que quand il y a des levées de fonds. Néanmoins, dans ce cas présent, ça me fait plaisir déjà, d'une part parce que j'aime bien Auto, et parce que, alors, je vais partager peut-être mon écran quand même, que ça vous voyez de quoi on parle, donc de nos amis d'Auto. Voilà, donc c'est quand même chouette. Et puis voilà, parce que ça fait aussi un acteur quand même qui a un petit peu de moyens dans l'écosystème no-code pour proposer des formations. On est très content de travailler avec eux sur le bootcamp. Donc voilà, donc c'est quand même important parce que les levées de fonds, ça veut un peu tout et rien dire. Néanmoins, ça veut dire que quand même on a un peu plus de moyens. Ça donne un peu plus donc c'est quand même notable. Je voulais aussi signaler quand même Zilio. Donc je ne sais pas si vous connaissez Zilio, c'est un outil no-code qui est fait par Didier, qui permet de faire des applications mobiles. Voilà, c'est un beau projet parce que Didier porte ça tout seul. Alors il a embarqué Guillaume aussi qui est dans le Slack un petit peu comme community manager. Mais c'est intéressant parce que voilà, par exemple quand il y a une nouvelle comme la prise en charge des notifications push dans iOS, et très très vite il a été en capacité de le mettre en place dans son outil, alors qu'il est tout seul. Mais des fois, être tout seul, ça permet aussi d'aller très vite, d'itérer très vite. Et ce que je trouve assez chouette avec Zilio, c'est que vous pouvez aller sur le Slack de No Code France, sur le channel Zilio, et vous allez voir que il partage souvent des nouveautés, il pose des questions à sa communauté, et c'est vraiment génial. Ouais, effectivement, comme dit Adrien, Didier, il est développeur hein, dans la vie, mais voilà, à mi-temps, et l'autre moitié du temps, il travaille sur Zilio. Je vais vous mettre le lien si je le retrouve. Voilà, hop. Donc c'est vraiment un beau projet, donc voilà, ça fait plaisir de le mettre en avant. Et moi j'aime bien vraiment pouvoir suivre en fait ça, même si je reconnais que je suis pas un utilisateur de Zilio, mais par contre j'aime bien suivre dans le channel un petit peu ces news, etc. Ouais, c'est vraiment un maker vraiment alors, très technique. Donc voilà, donc c'est pas évident parce que quand on est un solo maker, un indie maker, etc., on doit tout faire soi-même. Donc là, maintenant, il a un petit peu d'aide aussi avec Guillaume qui l'aide sur la partie community, etc., qui est très importante parce que c'est vraiment quand on est éditeur d'outils, il faut réussir à le faire adopter et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Et ouais, effectivement, oui, comme Adrien le rappelle, c'était assez cool. Il a fait des calls, il propose vraiment aux gens de donner leur avis et tout, donc c'est super. L'IA, on a vu. Dernière news, donc les deux grosses news que je trouvais intéressantes, les Glide Bigtable. Alors vous le savez peut-être, hein, dans Glide, donc qui est un concurrent de Zilio, hein, qui est donc pas sur le même segment forcément, mais donc les deux Glide qui aussi ont implémenté hein, les notifications push, mais beaucoup plus qui ont un petit peu plus de temps. Ah ouais, ah oui non, ok, oui, désolé, j'ai bugué en lisant le message derrière. Mais donc voilà, les big tables, c'est ce qui est intéressant dans Glide, c'est que vous le savez évidemment, Glide, on peut se connecter à Google Sheets, on peut se connecter même à Airtable maintenant, même à Excel. Mais ils ont aussi un mécanisme de table interne, les Glide Tables, qui en font un outil complet. C'est-à-dire c'est comme Bubble. Et moi je l'ai déjà dit, hein, je trouve que des fois sur certains aspects, Glide peut concurrencer un peu Bubble, sans être aussi puissant, mais il n'y a pas le même historique. Mais on peut tout faire. On peut faire des workflows, on fait les interfaces, on fait les bases de données. Et donc ils ont fait aussi les big tables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bases de données qui ont jusqu'à 10 millions d'entrées. Donc ça c'est vraiment énorme, c'est un vrai enjeu. C'est open source. C'est vrai qu'ils partagent des choses en open source en plus, Glide. Donc ça, c'est assez chouette. Attendez, on va regarder vite fait en même temps. Je vous mets le lien d'ailleurs. Ils ont aussi leur interface de gestion des tables qui est open source. Ça, je me souviens. Je ne sais pas s'ils l'ont ici quelque part, mais il y a la page Glide.
Enfin, vous pouvez voir sur GitHub leur page Glide. Donc voilà, donc ça c'est important parce que c'est un vrai enjeu, parce que vous le savez, par exemple sur Airtable, et ben, malheureusement on a le droit qu'à 50 000 lignes. Alors combien de lignes maximum dans leur base? Il me semble que c'est 25 000, mais je veux pas dire une connerie. C'est une bonne question, si quelqu'un peut confirmer, mais il me semble que de base, dans leur... alors soit c'est les limites Google Sheets, il n'y a pas vraiment de limite, mais dans... Comment ça s'appelle dans Airtable, de toute façon, tu as la limite d'Airtable, mais il me semble que c'était 25 000, un truc comme ça. Donc oui, pour traiter des gros volumes de données, notamment parce qu'ils ont une vision vraiment très entreprise, dans l'absolu, Glide, vraiment pour aller dans des... Donc voilà, donc ouais, c'est un vrai truc, quoi. Et dernier sujet, Blobber. Ça, c'est un outil dont on n'a pas souvent parlé, mais qui est un outil que je trouve super intéressant. J'ai eu l'occasion de les interviewer d'ailleurs pour le podcast de Contournement, donc n'hésitez pas à les regarder. Hop. Qui est un outil qui permet de monétiser vos API. Monétiser vos API, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous avez développé des API, et quand développer des API, ça peut être en code, évidemment, mais pas forcément. Ça peut être aussi tout simplement, si vous avez une base de données Airtable qui contient des données très intéressantes et dont vous voudriez facturer l'accès, eh bien, vous pouvez utiliser Blobber. En fait, Blobber, c'est quoi? C'est un proxy qui vient entre l'utilisateur qui se connecte à l'API et votre API, et qui permet de mettre de la gestion de la gestion de droit fine, notamment beaucoup plus fine que ce qui est prévu dans Airtable, qui permet de mettre des tokens. Alors maintenant, dans Airtable, c'est proposé, mais c'est des choses plus fines, et surtout de facturer. C'est-à-dire, vous pouvez dire, par exemple, dans Airtable, j'ai une table qui contient, je sais pas, la liste de tous les toilettes de Paris. Je pense que ça, c'est une open data, mais admettons que voilà, vous vous soyez pris la tête à collecter cette liste, quand même, qui a beaucoup de valeur, parce que quand on a envie d'aller aux toilettes à Paris, c'est pas toujours évident. Et donc, vous pourriez proposer à des développeurs de faire des applis mobiles. Vous voulez pas le faire, vous voulez juste avoir la liste et maintenir cette liste. Eh bien, vous pourriez utiliser Blobber. Vous pourrez faire la liste tout simplement dans Airtable et vous utilisez Blobber entre les deux pour facturer l'accès à cette liste. Les développeurs, à chaque fois qu'ils font appel à vos données, eh bien, vous pouvez les facturer. C'est très classique, hein, un mécanisme de token ou alors vous pourriez mettre des quotas, dire c'est gratuit, mais que jusqu'à un certain level. Enfin voilà. Donc vraiment, c'est un usage très très pointu. Mais néanmoins, je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Et la donnée, c'est un vrai enjeu. Et salut Jocelyne, et écoute, à bientôt. Et je crois que tu as ta matinale d'ailleurs demain, donc n'hésitez pas à aller voir Jocelyne demain à 8h, à la même heure, sur le chaîne de No Code France. Donc voilà, donc Blobber, donc ils ont annoncé qu'ils avaient fait une levée de fonds, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'ils vont pouvoir continuer à développer leurs produits. Et je trouve que c'est un produit très intéressant. Allez, dernière petite séquence, il nous reste quelques minutes. Allons regarder Fill Out. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Céline. J'ai vu qu'elle avait partagé son lien d'affiliation. Moi, je peux pas cliquer dessus malheureusement parce que c'est dans l'interface. Donc voilà, donc on va aller directement. Hop, fillout.com. Est-ce que à part Céline, il y a des gens qui l'ont testé Fillout déjà? N'hésitez pas à nous dire. Ah non, c'est pas demain, désolé. Mais pourtant, demain, c'est début mars. C'est le Alors, en fait, la question que je me pose de base comme ça, c'est quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'il y a de différenciant? Alors, on voit les logos de nos outils no-code préférés ici qui sont là, donc je me dis qu'il doit y avoir un intérêt plus spécifique par rapport à Airtable, notamment peut-être par rapport à Airtable, avoir des choses pour faire des préfils, des choses comme ça un petit peu plus intéressantes. Je sais pas, Céline, n'hésite pas à nous dire un petit peu ce que toi tu vois comme points qui sont vraiment intéressants. Ah, alors, on peut avoir un système de login, ça c'est intéressant, effectivement. On peut review your submission, donc c'est-à-dire avant de soumettre, avoir un récapitulatif de toutes les réponses. C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Tally, par exemple. Ah, et on peut introduire un truc un petit peu à la Calendly.
Ok, ça c'est intéressant effectivement de l'avoir directement. Euh, Bon, écoutez, on va s'inscrire hein, tout simplement. Les filtres, hop. Alors, est-ce que j'hésite bon, je vais tester Airtable. Donc, on peut, genre, il y a différents thèmes. Ok, pourquoi pas. J'aime bien le thème calme. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la séquence que j'avais fait où j'avais parlé de l'hôte, etc. Eh bien là, vous avez un magnifique exemple. Au lieu de copier-coller votre, euh, votre clé d'API, ce que je n'aurais pas pu faire en live, là ça aurait été pénible, il aurait fallu que je retire l'écran, etc. Eh bien, plus besoin de ça, puisque Fillout a implémenté l'hôte proposé par Airtable, et donc ici je peux choisir directement à quoi je leur donne accès. Donc par exemple, est-ce que j'ai un truc ici dans mes 12 000, alors j'ai beaucoup de bases, on peut tester ça, je sais même pas ce que c'est, dans toutes les tables que j'ai. Euh, ok, et donc là, je peux choisir une base, une table. Ça, c'est hyper pratique, hein, franchement. Ça, c'est... Donc voilà, par exemple, ça, c'est une inscription à un événement. Et ce qui va me générer tout de suite le formulaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est pour l'instant. Alors, donc là, a priori, il me propose les champs qui sont effectivement dans ma table. Donc ça, c'est cool. Donc là, on est vraiment comme dans Airtable. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une, euh, une table liée en fait, hein. Donc c'est un record picker. Quels sont les paramètres que j'ai ici? Ah, ils sont sur le côté. Ok. On peut mettre une valeur par défaut. Ça c'est intéressant puisque effectivement ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, on n'a pas dans Airtable. On peut dire si c'est requis. Est-ce qu'on peut lui proposer de créer des nouveaux enregistrements? Oui. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Airtable de base. Donc Edit Record Creation. Donc là tout de suite ça me crée un autre formulaire qui est une création d'événements. Ok, donc ça déjà juste ça, effectivement, super fonctionnalité, hyper intéressant. Alors, par contre, ça m'a, donc c'est une forme, enfin, on peut retourner. Ok, la logique. Donc vous disiez hein, dans le chat qu'il y avait de la logique. Donc bon, bah, ça on peut montrer si. Ok, donc bon, ça c'est ça, on peut toujours le cacher éventuellement. Pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que on peut lui mettre une valeur par défaut ou voilà, ça peut être une manière de faire. Hop. On peut personnaliser les boutons, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut en choisir plusieurs? Est-ce qu'on peut limiter à une vue? Voilà, bon ça on l'a, Feels to Show. Ah, on peut personnaliser aussi les éléments qui vont apparaître quand on clique sur le add. Là, vous voyez, même j'ai mis que la description et l'image. Si j'enlève ici l'image, toute la description. Ok, ça c'est. Ouais, donc on est vraiment sur de la personnalisation quand même très avancée. Ça c'est déjà. Et de la validation. Salut Jonathan. Bah écoutez, c'est effectivement ça c'est très intéressant. Alors, attendez, je vais lire un petit peu les champs de base, filtrer les drop-downs sur les viewer tables. Donc ça effectivement ça c'est intéressant, sachant que c'est aussi possible dans Airtable, mais bon quand on a un truc un peu plus complet c'est pas mal. Ouais donc il génère. Non, mais enfin quand je disais générer le formulaire effectivement c'est on n'a pas besoin forcément qu'il génère, mais tant qu'il me présente les champs c'est hyper intéressant. Record picker il y a une vue, tu peux faire des templates. Page logic. Alors, ok, ouais, donc ça va être un petit peu comme dans. On peut avoir plusieurs pages.
Bon, donc là, c'est une logique un peu c'est une logique un petit peu comment ça s'appelle? À la Typeform, c'est-à-dire avoir plusieurs pages. La page de début, la page de fin, page de review, scheduling, le login au début. Ça, c'est très intéressant. Le login, il faut que je le teste parce que j'avoue que je suis assez curieux. On peut prendre des paiements. Ça, c'est pas mal. Euh, c'est très intéressant. Alors, j'ai peut-être commencé à en demander trop. Est-ce qu'on peut éditer des champs? Est-ce qu'on peut éditer, genre. Enfin, ouais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Céline ou Rachid qui ont testé a priori est-ce qu'on peut éditer des champs Airtable, c'est-à-dire arriver tout de suite avec les valeurs pré-remplies de certains champs, et puis voilà. Non, on peut pas, mais en même temps, ça me paraît logique. Il y a que Mini Extension, je crois, permet de faire des choses comme ça quand on crée un peu des portails, mais en même temps, il va pas forcément avoir le contexte d'Airtable, donc voilà. Mais on peut pré-remplir éventuellement. Oui, mais pré-remplir, c'est pas pareil, parce que pré-remplir, à la fin, quand tu vas soumettre, tu vas créer de toute façon un nouvel enregistrement dans ta base de données, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est pas pareil. Tu vois, mais par contre, éditer, c'est t'as un champ qui s'ouvre, tu changes une valeur, et au lieu de créer un nouvel enregistrement, ça va juste éditer le champ, ça va juste le modifier dans la base de données, quoi, sans en créer un nouveau. Ben, je sais pas, en fait, il faudrait que je trouve le contexte, mais imaginons, on a une liste d'enregistrements. Si je clique sur un lien, j'arrive sur un formulaire fill-out où j'ai toutes les informations de ce champ, et puis je modifie une des informations, je mets enregistrer, et puis ça vient mettre à jour, quoi. Ok, bon, il faudrait que je regarde. Et bonne journée à toi, Sam. Ouais, effectivement, ça c'est une bon exemple, ta gars Equinix. Ça pourrait être un truc, effectivement. Ça pourrait être très pratique d'ailleurs. Pour ne pas avoir à faire un software ou un truc comme ça pour faire. Bah, c'est un peu la fonctionnalité de mini extension et assez bon là-dessus, je trouve, sur la partie portail. Tu te connectes et puis après tu peux modifier par exemple tes propres informations ou rajouter des informations ou des trucs comme ça peut être pas mal. Bon, à voir, on va regarder, mais effectivement, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Ça, c'est les intégrations. Les résultats, bon voilà, après tout ça c'est du classique. On peut ajouter du custom code. Effectivement, c'est intéressant. Alors allons voir un petit peu les prix. Les prix. On peut faire pas mal de choses en gratuit. Donc en pro, on est sur le même prix que Tally, tout simplement. Euh, Custom endings. Donc j'ai un petit peu tout. Alors c'est quoi donc les réponses illimitées en business. Alors là, ça commence à être cher. On commence à arriver sur des prix plus à la Typeform, avec toujours les analytics, les trucs comme ça qui gardent pour le plan business. Ça c'est pareil dans Typeform, je trouve ça assez énervant d'ailleurs. Ok. Et custom domain. Il n'y a pas ça en pro? Non. Bah écoutez, c'est intéressant. Salut Lorraine également. Bah écoutez, je trouve ça assez intéressant, effectivement, ça a l'air très puissant, ça a l'air surtout dans un usage avec Airtable, je dirais, Airtable ou peut-être Notion. Après, moi j'aime bien Tally quand même, hein. Je dois dire que, alors, franchement, c'est sans comparaison parce que Tally, c'est, je pense, une vision un petit peu plus simple de ça. C'est un peu comme entre Zapier et Make, entre Tally et Fillout, on est un peu sur le même ordre je trouve, de différence. C'est-à-dire que là, Fillout, c'est un peu comme Jotform. Tout à l'heure, Rachid, tu mentionnais Jotform. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Jotform parce que je trouve que c'est un outil qui est puissant, mais en fait où tu peux faire trop de choses quasiment. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais moi j'aime bien les outils hyper efficaces. Donc vraiment où bah tu peux faire que un truc, enfin un truc, non, faire des trucs. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple simple, hein, mais dans Tally, déjà je trouve que c'est assez rapide vu que c'est un peu en mode bloc, etc. C'est assez rapide de faire un formulaire dans Tally, c'est assez efficace je trouve. Et puis il y a quand même de la logique qui est très bien implémentée et qui permet de faire des choses assez puissantes. Par exemple, on a fait un formulaire où le prix
que l'on doit payer à la fin du formulaire varie suivant la valeur d'un champ. Et ça, typiquement, c'est pas du tout un truc de trivial, probablement possible à faire avec Fillout, mais j'étais content quand même que Tally, malgré que c'est une apparence assez simple, désolé, je parle du nez, c'est horrible, j'ai le nez bouché, mais malgré qu'il y ait une apparence assez simple, les fonctionnalités sont quand même puissantes, mais c'est bien, ça reste très efficace, quoi. Donc voilà, bon écoutez, de toute façon, des outils, il y a la place pour plein d'outils différents. Donc c'est super, mais c'est une très belle découverte. Merci beaucoup Céline. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Mais je pense que je vais m'en resservir et je comprends mieux maintenant pourquoi aussi Lilian l'avait utilisé l'autre fois. Donc voilà, je l'ajoute à notre arsenal d'outils. Je vais vous laisser là, il est 9 h, je vois que vous avez tous aussi besoin d'aller travailler. Salut Lorraine, salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là encore pour cette nouvelle matinale un petit peu déstructurée, voilà, un petit peu plus chill, un petit peu plus prendre le café ensemble. C'était très cool, voilà, donc je sais que je peux me pointer sans avoir trop préparé, ça marche quand même à peu près, mais ne vous inquiétez pas, les prochaines fois, on va quand même préparer des sujets un petit peu à traiter. Et puis, je vous dis bonne semaine. À bientôt, tout le monde. Salut Rachid, Olivier, Sandrine. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour les membres du Cercle des Ops, pour notre prochaine session de brainstorming et pour le challenge qui va sortir, le prochain challenge qui va sortir demain. À la semaine prochaine, 8 h au même endroit. Et puis, il y a plein de lives. D'ailleurs, j'ai oublié, désolé de vous dire, mais voilà, il y a plein de lives sur la chaîne de No Code France. Vous allez voir ça. N'oubliez pas aussi, on va à Barcelone fin avril. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Non, à l'occasion, moi, je serais très content de vous rencontrer tous en vrai et en vrai. Vous pourrez rencontrer les Marie et Philippe de Tally, d'ailleurs, qui seront là. Voilà, c'est l'occasion de rencontrer des gens de l'écosystème No Code. Voilà. Bref, allez, à bientôt tout le monde. Salut.